La population préfère les compagnies socialement responsables. Et puis, une preuve, 82% des gens ont déclaré qu'ils préfèrent toujours ou parfois soutenir les entreprises qui redonnent aux communautés. Vous écoutez Imagine, un balado qui s'intéresse aux grandes questions d'intérêt pour le secteur à but non lucratif. Je suis votre animatrice, Émilie Pontbriand. À Imagine Canada, nous croyons en la force de l'action collective pour faire progresser la justice sociale, économique et environnementale. Notre balado, qui est rendu possible grâce au soutien de Carter's Professionals Corporation, est une invitation à imaginer un avenir plus juste et équitable. Cette semaine, pour le balado Imagine, on va procéder un peu différemment. Je suis en compagnie de Mélanie Valsin, qui est membre de notre conseil d'administration et présidente directrice générale de l'organisme Littératie Ensemble. Mélanie va co-animer l'épisode avec moi aujourd'hui. On avait envie d'examiner plus en profondeur certains résultats révélateurs d'une série de sondages d'opinion publique que l'équipe d'Imagine Canada a réalisé au cours de la dernière année grâce au généreux soutien de BMO. Chaque sondage portait sur un thème ou un sujet concernant le secteur à but non lucratif ou de la philanthropie et visait à recueillir des données qui nous permettraient de comprendre ce que la population pense des enjeux sociaux, ce que les gens savent au sujet du travail des organismes de bienfaisance et des OBNL et ce qu'ils pensent de notre secteur. On a déjà publié plusieurs des résultats de ces sondages dans des articles de blog ou des lettres d'opinion, des communiqués de presse, et on a vraiment remarqué l'intérêt du secteur pour ce type de données. Alors, on avait envie aujourd'hui d'explorer ensemble quelques-uns des points saillants de ces sondages. Donc, Mélanie, merci beaucoup de te joindre à moi aujourd'hui. Et je te passe la parole. Ça me fait vraiment plaisir, Émilie, d'être avec toi aujourd'hui pour discuter des résultats de ces importants sondages. Donc, la première partie de l'épisode, elle va porter sur les dons de bienfaisance et le controversé classement des organismes de bienfaisance. Et puis donc, ce sondage a été réalisé auprès de 1500 adultes canadiens en novembre 2024, au moment où la saison des dons commençait. C'est important de souligner là, que le sondage a été réalisé avant le déclenchement de la grève des postes. Et puis donc, en ce qui concerne les intentions de dons, le sondage a révélé que les Canadiens et Canadiennes prévoyaient d'être plus généreux durant la période des fêtes 2024. En fait, quelques 65 % d'entre eux déclaraient envisager de faire un don. Puis c'est une nette augmentation par rapport à la proportion de 49 % qui avait été observée en 2023. Alors, au cours d'une année marquée par l'incertitude économique puis l'augmentation du nombre de personnes ayant besoin de soutien, quelles hypothèses là, peuvent expliquer ce pic dans les intentions de dons? Je suis curieuse de t'entendre là-dessus, Émilie. Oui, c'est intéressant parce que lors de ce même sondage, on avait également interrogé les gens sur leur niveau d'optimisme et de satisfaction à l'égard de leurs relations personnelles ainsi que les personnes de leur entourage, mais aussi sur ce qu'ils pensaient de la situation de notre pays et dans le monde en général. On avait constaté que les gens avaient clairement l'impression que la société n'allait pas dans la bonne direction. Je veux quand même souligner là, que ce sondage-là a été réalisé après l'élection de Trump aux États-Unis, mais avant son entrée en poste. On peut imaginer que le taux d'optimisme serait possiblement encore plus bas aujourd'hui, mais par contre, même à ce moment-là, le taux d'optimisme était assez bas. Par contre, on avait quand même pu constater que c'était pas complètement sombre. Les personnes des tranches d'âge les plus jeunes étaient en général plus optimistes, tout comme les personnes qui avaient prévu faire un don durant la période des fêtes. L'optimisme paraissait aussi relever davantage d'une perspective personnelle que d'une perspective sociétale. Donc, chez de nombreuses personnes, l'optimisme semblait donc avoir suscité la générosité. Parce que quand on regarde les intentions de dons, comme tu l'as mentionné, eh bien, un plus grand nombre de gens prévoyaient faire des dons et le montant moyen des dons était également plus élevé. On avait fait le même sondage l'année précédente, donc on était à même de comparer. Et puis, pour 2024, la saison des fêtes ou la saison des dons 2024, le montant des dons prévus en moyenne était 118, alors que l'année précédente, c'était 100 $. C'est sûr que pour l'instant, on ignore encore les répercussions de la grève des postes sur les dons en 2024. On sait que ça a affecté quand même beaucoup d'organismes. On espère quand même que la plupart des organismes ont eu la chance de récupérer une partie des pertes grâce au report
au 28 février 2025 de la date limite pour rendre les dons admissibles à une déduction fiscale. Mais ça va être très intéressant de recueillir des données concernant les dons versés en 2024, incluant cette prolongation, et évidemment de sonder à nouveau la population sur les intentions de dons pour la saison de cette année et voir la différence. Bien sûr. Puis, tu sais, Émilie, moi, étant moi-même directrice générale d'un organisme à but non lucratif, en fait, de bienfaisance qui dépend beaucoup de la générosité des gens, ça m'interpelle beaucoup ce que tu viens de nous raconter. Puis, justement, en lien avec les intentions de dons, par le biais d'un sondage, ce que je comprends, c'est qu'Imagine a voulu savoir aussi si les Canadiens et les Canadiennes étaient au courant des classements des organismes de bienfaisance. Donc, il s'agit de listes d'organisations ici là, qui sont classées en fonction d'un certain nombre de paramètres qui sont accessibles au public. Ces listes ou ces classements-là, en fait, ils soulèvent la controverse au sein de notre secteur. J'imagine que tu es au courant de cette controverse et que tu... Oui, c'est ça. Et puis, parce que c'est souvent difficile, en fait, de comparer des organisations qui n'ont pas toutes la même taille ou la même mission ou qui servent, c'est ça, des populations différentes. Donc, au fil des ans, de nombreux organismes du secteur nous ont fait part de leur désarroi devant leur classement au sein de ces listes et de leur inquiétude quant aux répercussions sur les donateurs et donatrices. Alors, cette question du sondage visait à découvrir si les gens étaient au courant de l'existence de ces classements-là et, le cas échéant, si ça avait une incidence dans leur choix d'organisme de bienfaisance là, à soutenir ou qui choisissaient de soutenir. Alors, que nous apprennent ces résultats quant à l'incidence de ces listes sur les donateurs et donatrices, Émilie? En fonction des résultats du sondage, on voit que moins d'une personne sur 5 connaît ces classements, tandis que 18% ne sont pas certains de leur existence. Puis un fait intéressant, c'est que parmi les personnes qui disent connaître ces classements, 30% appartiennent à la génération Z, donc les 27 ans et moins, 15% aux millénarios et à la génération X, et 9% aux baby boomers et 17% aux générations plus âgées. Donc, de toute évidence, c'est plutôt les jeunes qui portent attention à ces genres de classements. Par contre, étant donné que les classements sont relativement très peu connus dans la population, il y a peu de personnes qui déclarent que ces classements pourraient avoir ou ont une incidence sur leur décision en matière de dons. Il s'agit aussi davantage de quelque chose de positif plutôt que de négatif. Il y a très peu de gens qui ont indiqué, même parmi les gens qui disent connaître les classements, il y a très peu de gens qui ont affirmé qu'ils seraient moins susceptibles de soutenir une organisation qui figure bas dans le classement. Et parmi les personnes qui connaissent les classements, 54% ont déclaré qu'elles sont plus susceptibles de faire un don à des organismes figurant au sommet de la liste. Donc, on voit clairement ici que l'incidence est plutôt positive que négative. Il y a aussi environ 30% des gens qui ont dit que ces listes n'ont aucune incidence sur la décision de faire un don à un organisme. Et puis, seulement 11% des personnes ont affirmé qu'elles sont moins susceptibles de faire un don à des organismes de bienfaisance qui figurent au bas de la liste. Puis, pour mettre ce chiffre-là dans une perspective encore plus large, le nombre de personnes à quoi ça correspond est seulement 2% de l'ensemble des répondants et des répondantes. Donc, on voit que c'est quand même une très grande minorité. Puis, si on examine un peu plus près ce groupe de 11%, les données montrent que les personnes les plus jeunes semblent prêter plus attention au classement, comme on le disait plus tôt, que 30% d'entre elles ont déclaré être au courant des listes contre 18% pour l'ensemble des répondants et des répondantes. Je voudrais aussi terminer en disant que on comprend que les classements, c'est inquiétant pour les organismes. On comprend qu'ils soient préoccupés, surtout si on ne se classe pas favorablement dans la liste. À Imagine Canada, on n'est pas favorable à ce type de façon d'évaluer les organismes du secteur, mais les résultats sont quand même encourageants dans le sens où l'impact global sur les dons est extrêmement marginal. Ben oui, merci, Émilie. C'est super intéressant, en fait. Puis ça me rassure un peu là, de savoir que l'impact des classements là, sur les dons est assez marginal parce que ces classements-là, c'est très difficile de les mener là, ou de les exécuter de façon complètement objective. Alors, on ne voudrait pas que des organismes soient pénalisés parce qu'ils ne rencontrent pas certains critères. Alors,
En tout cas, à suivre. J'aimerais maintenant, Émilie, qu'on parle des résultats d'un sondage qui a été réalisé à l'automne dernier, qui portait sur les opinions et les attentes des Canadiens et Canadiennes en ce qui concerne la responsabilité des entreprises pour que nos communautés soient en santé et résilientes. Alors, les entreprises, tout comme les organismes à but non lucratif et le gouvernement, forment, on le sait bien, un élément extrêmement important de l'écosystème social de notre pays. Puis donc, la population est d'accord avec ça et croit que les entreprises ont des responsabilités sociales. Alors, est-ce que tu veux nous en parler un peu, Émilie? En fait, quelles sont les responsabilités les plus importantes des entreprises selon la population canadienne? Oui, tout à fait. Alors, le soutien aux communautés arrive en tête de liste, suivi de près par la réduction de l'impact environnemental et l'engagement envers l'équité, la diversité et l'inclusion. Il est intéressant de noter que ces résultats semblent un peu à l'opposé de ce qu'on constate de la part des entreprises et du gouvernement aux États-Unis en ce moment, à savoir qu'il y a un certain recul dans les engagements en matière d'équité, diversité, d'inclusion et bien sûr en ce qui concerne les questions environnementales. Ici au Canada, la population semble vraiment se préoccuper de ces questions, ce qui est très bien. Si la population s'en préoccupe, ça va forcer les entreprises à ne pas reculer en ce qui concerne leur engagement envers l'environnement et l'équité et la diversité. Un autre résultat intéressant, les dons aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif, ainsi que les partenariats avec les organisations communautaires arrivent respectivement au 4e et au 5e rang des attentes en matière de responsabilité sociale des entreprises. Les personnes qui ont répondu au sondage estiment que les entreprises ont un impact positif dans nos collectivités. Et à la question, diriez-vous que les entités suivantes améliorent ou détériorent vos communautés au Canada? 59% des gens ont répondu que les petites entreprises améliorent leur communauté, contre 59% dans le cas des organismes de bienfaisance et des OBNL, et puis 41% dans le cas des grandes entreprises, et finalement seulement 31% en ce qui concerne les gouvernements. Donc, on voit que les petites entreprises, on l'a vu dans plusieurs de nos sondages, arrivent souvent en tête de liste au niveau des questions là, relatives à améliorer les communautés ou la confiance envers ce secteur, suivi souvent de près par les OBNL. Donc, on reste dans le même type de classement ici. Et puis, le gouvernement ferme souvent la marche dans ce genre de questions. Ce qui est encore plus intéressant, selon moi, Émilie, c'est que les résultats du sondage révèlent que les gens croient non seulement que les entreprises ont des responsabilités sociales, mais c'est ça, les gens croient aussi ou sont en fait encore plus susceptibles d'avoir une meilleure opinion des entreprises lorsque ces dernières appuient ou créent des communautés résilientes. Donc, les gestes à caractère social des entreprises influencent la décision des gens de les encourager ou non. Mais donc, la question que je me pose, c'est pourquoi les entreprises devraient-elles prêter attention à ce constat? Eh bien, les résultats indiquent que le soutien aux communautés représente un impératif économique fondamental pour les entreprises. Sur le plan des achats, des investissements ou des choix professionnels, les chiffres démontrent que faut soutenir les entreprises qui redonnent aux communautés. Leurs programmes et leur communauté, et 75% ont répondu qu'ils préfèrent toujours ou parfois soutenir les entreprises qui ont des valeurs sociales bien définies. Alors, on voit que ce sont là des résultats assez probants. Le soutien aux communautés a également une incidence sur les gens en ce qui a trait au recrutement de talents au sein des entreprises. Ça, c'est très intéressant parce que, selon les résultats, lorsqu'ils sont à la recherche d'un nouvel emploi, 58% des gens sondés disent toujours ou parfois examiner la réputation d'un futur employeur potentiel et dans quelle mesure cette compagnie soutient sa communauté. Dans le contexte d'un marché de l'emploi très concurrentiel, les entreprises socialement responsables sont donc, de toute évidence, avantagées. Donc, tout ça semble assez positif pour les entreprises, mais tout n'est pas parfait pour autant, n'est-ce pas, Émilie? Donc, le sondage révèle aussi que la confiance n'est pas acquise. La population hésite à croire pleinement aux engagements sociaux des entreprises, en fait. Les gens saluent les entreprises qui soutiennent les communautés, mais ils ne sont pas toujours convaincus là, de leurs intentions.
Alors, que penses-tu de ces résultats, Émilie? Ben oui, selon une opinion assez largement répandue, les entreprises qui s'impliquent sur le plan social le font avant tout pour faire bonne figure. 63% des personnes qui ont participé au sondage estiment que, de manière générale, les entreprises redonnent à la communauté pour l'image avant tout. Les résultats du sondage montrent que les entreprises ont donc encore du travail à faire, disons-le, pour convaincre la population de la sincérité de leurs actions et du fait que leurs actions traduisent véritablement leurs valeurs. Et l'obtention de certification est l'un des outils à la disposition des entreprises pour prouver leur engagement en matière de responsabilité sociale. Les certifications peuvent effectivement aider à établir la confiance envers les entreprises. Et au cours de sondage, on a voulu savoir si les gens connaissent ce genre de certification-là, c'est-à-dire les certifications associées à la responsabilité sociale, comme par exemple la certification PRISM d'Imagine Canada, qui est accordée aux entreprises qui redonnent 1% de leurs bénéfices avant impôt aux communautés. Et le constat est que les personnes qui estiment que les certifications sont une bonne idée sont plus susceptibles de penser que les entreprises donnent pour faire du bien plutôt que pour bien paraître. Et donc, les certifications de responsabilité sociale des entreprises peuvent représenter un outil précieux pour aider les entreprises à gagner la confiance de la population. Complètement. Et puis, parlant de confiance, Émilie, tous les sondages menés l'an dernier comportaient une question sur ce sujet qui est, selon moi, vraiment clé. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des résultats du sondage lorsqu'il s'agit de confiance? Oui. Alors, lorsqu'on a interrogé la population sur le niveau de confiance envers notre secteur, 7 personnes sur 10 ont affirmé faire confiance aux organismes de bienfaisance de manière générale. Et puis, c'est au Québec que le taux de confiance envers le secteur est le plus élevé au pays, à 74%. Les personnes vivant dans un ménage à revenus élevés, qui font chaque année des dons plus importants, affichaient aussi un niveau de confiance plus élevé. Et dans ce même sondage, on a voulu sonder les gens sur le secteur auquel ils font le plus confiance pour régler certains des problèmes les plus urgents au Canada. Comme on avait également posé cette question dans un sondage l'année dernière, on a pu comparer les résultats d'une année à l'autre et par secteur. Et donc, on a constaté que en 2024, 82% des personnes qui ont participé au sondage ont déclaré qu'elles font confiance au secteur de la bienfaisance et à but non lucratif par rapport à 79% en 2023, donc une légère hausse. Le taux de confiance par rapport au secteur est constant dans l'ensemble du pays, dans toutes les régions, mais il est plus élevé dans les provinces de l'Atlantique et à 89% et plus faible dans les prairies, à 79%. Par contre, la confiance à l'égard des gouvernements a chuté. En 2023, le niveau de confiance était à 59%, alors qu'en 2024, il a descendu à 48%. Au niveau du secteur privé, c'est demeuré relativement stable, autour de 50%. Puis pour la première fois en 2024, on avait également voulu savoir spécifiquement le niveau de confiance par rapport au secteur des petites entreprises et le secteur a obtenu un taux de confiance de 87%. Bien, OK, Émilie, en terminant, selon toi, quels sont les résultats qui sont les plus surprenants ou les plus inattendus là, quand on pense ou on regarde tous les sondages là, réalisés en 2024? Oui, bien, selon moi, les résultats les plus surprenants des sondages sont ceux concernant les salaires et les frais administratifs. C'est un sujet qu'on a abordé dans le sondage mené au printemps dernier. On sait tous dans le secteur que souvent les médias parlent des organismes de bienfaisance sous un angle négatif. Malheureusement, on s'attarde souvent aux frais administratifs, aux coûts indirects ou aux salaires. Mais ce qui est vraiment intéressant dans les résultats de ce sondage, c'est qu'on obtient une vision plus nuancée de la question. Les résultats indiquent que les gens estiment que les personnes qui travaillent dans le secteur devraient recevoir une rémunération à la hauteur de leur rôle et responsabilité. La proportion des personnes en accord avec cette position est 4 fois supérieure à celle des personnes en désaccord. Et près de 50% des personnes sondées pensent que les salaires dans le secteur à but non lucratif devraient correspondre à ceux payés par les organisations de taille comparable dans d'autres secteurs. Et c'est un pourcentage 2 fois supérieur aux personnes qui sont en désaccord avec cet énoncé. Et on voit pourtant que dans la réalité, c'est pas le cas, là. Les salaires dans notre secteur sont généralement
nettement inférieure que dans les autres secteurs, malheureusement, mais ça démontre quand même qu'il y a une ouverture au niveau de la population en ce qui concerne la question. Donc, ça reste quand même, ça donne un peu d'optimisme. Une autre donnée intéressante, on voit qu'il y a un fort soutien de la part des gens par rapport au fait que les OBNL doivent financer certains aspects de leur fonctionnement et payer pour les activités de collecte de fonds, par exemple, les technologies, le recrutement des bénévoles, les salaires du personnel qui sont responsables des programmes, les salaires du personnel responsable de la collecte de fonds et d'autres activités promotionnelles. Et on voit que le soutien est plus élevé parmi les personnes qui considèrent les services fournis par les OBNL comme étant essentiels ou qui ont un niveau de confiance élevé par rapport au secteur. Mais on voit qu'il y a encore du travail à faire. Par exemple, si les gens comprennent que les organismes doivent payer leur personnel et affecter des fonds au salaire des personnels, ils sont moins favorables quand c'est le temps de financer les salaires des membres de la haute direction ou des cadres supérieurs. Ça l'indique donc pour moi que l'argumentaire pour défendre les coûts de leadership est quand même loin d'être accepté ou compris par un grand nombre de personnes. On voyait là, dans le sondage que les gens étaient en faveur de payer les gens responsables des programmes, mais là, on voit qu'ils sont moins en faveur quand ça concerne la direction générale, par exemple. Pourtant, c'est essentiel d'avoir quelqu'un à la tête d'une entreprise ou d'un organisme plutôt. Donc voilà, il y a encore du travail à faire pour changer les opinions. Il faut aussi, en terminant, parler des coûts indirects ou les frais administratifs. Il y a seulement une personne sur 3 qui dit comprendre globalement les coûts indirects réels des organismes de bienfaisance qu'elle soutient. Et 70% des gens disent ne pas savoir de quoi il s'agit. Il semble que, en général, peut-être que les gens accordent moins d'importance qu'on le pensait à ce type de coûts, ou que c'est peut-être une question qui préoccupe davantage certains groupes comme les bailleurs de fonds. Je ne sais pas, je pose la question. Peut-être qu'il y a une ouverture au niveau de la population. Il y a du travail à faire, peut-être avec d'autres groupes. En tout cas, ce que ça laisse entendre, à mon avis, c'est qu'il est possible de renforcer ou de reformuler le message quand on parle des coûts reliés aux dépenses pour les organismes de bienfaisance, puis de changer le discours traditionnel par rapport au secteur qui est souvent fortement axé sur les coûts ou les salaires. En effet. Écoute, Émilie, merci de nous avoir guidés à travers les résultats de tous ces sondages. Tellement intéressants, tellement pertinents. Puis, j'ai hâte de voir déjà, d'entendre, de voir quels vont être les résultats des sondages en 2025 pour qu'on puisse faire certaines comparaisons. Alors, à vous tous et toutes qui êtes à l'écoute, vous pouvez en savoir plus sur ces sondages et examiner plus en détail les résultats en visitant le blog Imagine 360. Où vous aurez accès à des articles sur l'ensemble des sondages. Merci. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir examiné les résultats de nos sondages avec moi. Et en terminant, je veux aussi remercier encore une fois BMO pour leur soutien à la réalisation des sondages. Merci d'avoir été à l'écoute d'Imagine. Je vous invite à visiter notre site web imaginecanada.ca pour vous abonner à notre infolettre et ne manquer aucun épisode. Si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas nous donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite pour que d'autres personnes puissent découvrir notre balado. Merci encore à nos partenaires, Carter's Professionals Corporation, de rendre ce projet possible.